Les voyageurs, ayant retenu leur place pour le déjeuner, sont invités à se rendre dans la salle à manger située au milieu du train. Merci. Mesdames, Messieurs, dès maintenant, la vitesse du train peut atteindre 200 km à l'heure pendant une demi-heure environ. Nous vous prions de bien vouloir maintenir fermées les fenêtres des voitures pour éviter le bruit et les courants d'air. Merci. Entre Orléans et Vierzon, le Capitole circule à 200 km à l'heure. Ces résultats spectaculaires ne doivent cependant pas masquer les efforts entrepris sur l'ensemble de la ligne. Les 400 km du parcours Paris-Limoges sont couverts à une moyenne de 140 km à l'heure. Et malgré la traversée du Massif central, Toulouse n'est plus qu'à 6 heures de Paris. Ces horaires remarquables sont réalisés sur une ligne centenaire sans que des investissements considérables aient été engagés. Combien de temps conduisez-vous des trains? 23 ans. Et j'arrive en fin de carrière. Comment appelle-t-on exactement le conducteur d'une locomotive électrique? Le nom statutaire, c'est conducteur de route. Mais dans la pratique, c'est conducteur électricien. Pour conduire un train comme l'Aquitaine à 200 km à l'heure, est-ce qu'on vous a fait subir des tests spéciaux? Non, aucun test. Mais pour conduire ces trains-là, on a eu une formation technique. Cette formation technique était due justement à une signalisation spéciale qui était installée sur la locomotive pour pouvoir permettre ces vitesses de 200 km à l'heure. Combien de temps vous faut-il pour vous arrêter à 200 km à l'heure? Ben, ça dépend d'abord beaucoup de l'état du rail. Enfin, c'est de l'ordre de 1700 à 1800 mètres. Quels sont les appareils qui ont le plus d'importance à surveiller?
d'abord l'indicateur de vitesse. Et ensuite, nous avons les ampèremètres, le voltmètre. Les mouvements, les gestes que vous faites, sont-ils enregistrés à bord de la machine? Il y a un appareil que vous voyez là en face de vous. C'est l'appareil indicateur enregistreur qui enregistre la vitesse, les signaux à l'ouverture et à la fermeture. Comment vous prévient-on d'avoir à vous arrêter? C'est justement là qu'entre en jeu cette signalisation spéciale, ce système spécial, je veux dire, qui est installé sur la locomotive, qui utilise les signaux normaux installés pour les autres trains, mais qui ne sont pas captés pareil. Cette vitesse de 200, est-ce que vous êtes autorisé à la dépasser? Ah, la vitesse de 200 km à l'heure, c'est une vitesse plafond qui ne se dépasse en aucun cas. Toute vitesse limite, ça c'est une vitesse limite, c'est imposé, on ne peut pas dépasser une vitesse limite. Cela vous impose une connaissance parfaite de la ligne et des instructions. Et des instructions, surtout la ligne, vous savez, ça s'est appris depuis 23 ans. Je ne peux pas vous dire que je connais tel arbre dans tel endroit, non, mais enfin on arrive à avoir... Il le faut d'ailleurs justement par temps de brouillard, oui, pour arriver à avoir des points de repère, pour savoir en somme où nous sommes. Parce qu'à 200 à l'heure, vous savez, je vous promets que ça défile. Est-ce qu'il y a un souci qui domine lorsque vous emmenez un train comme l'Aquitaine? Vous savez, notre principal souci, c'est d'être à l'heure. Vous êtes venu à la conduite par vocation ou vous l'avez découverte? Oui. Ah oui. Alors là, cette question me fait plaisir, parce que ce métier-là, je l'aime. Je l'aime. Je l'ai peut-être aimé plus que je ne l'aime maintenant, parce que on arrive quand même à être blasé, mais je l'aime. J'y serais venu, moi. Je sais pas, moi, je vais couper la tête si j'étais pas venu ici. Éprouvez-vous une certaine fierté à conduire de tels trains? Évidemment. Nous avons une fierté, c'est vrai.
Lors de la reconstitution du réseau après la guerre, la SNCF a fait construire de nouvelles locomotives électriques qui ont été soumises à de nombreux essais pour déterminer leurs possibilités exactes. En 1954, sous l'impulsion de M. Parmentier, à l'époque directeur du matériel et de la traction, un premier record du monde était atteint avec une machine de série, 243 km à l'heure. Un an après, en présence d'une ancêtre, de nouveaux essais étaient effectués, mais cette fois avec deux machines dont les rapports d'engrenage avaient été modifiés. Dans l'après-midi du 28 mars 1955, la CC 7107 quittait la gare de Facture sur la ligne de Bordeaux à Dax. Aussitôt, après avoir franchi la courbe de la Motte, elle s'est lancée dans la ligne droite en direction de Morsinx. Cela ne se passa pas sans étincelle. Mais le record du monde fut nettement battu, puisque la vitesse de 331 km à l'heure fut atteinte. Le lendemain matin, ce fut le tour de la BB 9004, un prototype de conception différente, qui atteignit également la vitesse de 331 km à l'heure. Une étape importante venait d'être franchie. Par ailleurs, sécurité et vitesse s'accommodaient fort bien d'une diminution du poids et par conséquent du prix des locomotives. Aux locomotives, 2 D2 de 144 tonnes à 8 essieux, dont 4 essieux moteurs et 2 bogies porteurs, ont succédé les CC 7100 de 107 tonnes à 6 essieux, tous moteurs. Ces dernières furent elles-mêmes remplacées par les BB de 84 tonnes à 4 essieux moteurs. Le record du monde avait été battu sur une ligne électrifiée selon le vieux système à courant continu 1500 volts. En 1955, les progrès techniques permirent une électrification plus économique, au moyen du courant industriel alternatif à la tension de 25 000 volts. La caténaire s'allège considérablement. En 1961, des essais à 225 km à l'heure eurent lieu dans la plaine d'Alsace. Les locomotives ayant la même partie mécanique, qu'elles soient alimentées en 25 000 volts ou en 1500, seul le captage du courant constituait une inconnue. Il fallut construire un pantographe d'un type nouveau. Les essais préliminaires ont permis de constater l'adhérence parfaite de l'archet du pantographe et par conséquent le captage excellent du courant de traction. Pendant plusieurs jours, au cours d'essais systématiques, des mesures ont été faites dans le convoi et sur le terrain. Les qualités du nouveau pantographe ont conduit à l'adapter à la traction en 1500 volts continu. Une autre série d'essais s'est déroulée au cours de l'année 1964 dans le but d'étudier comment se comporteraient des installations fixes et un matériel roulant soumis pendant une longue durée à un régime de vitesse nettement plus élevé que celles qui sont atteintes en service normal. Une caméra de télévision permettait aux techniciens installés dans la voiture d'expérience d'observer le comportement du pantographe au cours des trajets. Maintenant, plus d'étincelles malgré les dénivellations de la caténaire, notamment au passage des ponts. Que de progrès depuis le record du monde. Mais les grandes vitesses posent avec une acuité accrue le problème du freinage. Au traditionnel sabot de frein, on a dû ajouter un frein à patins électromagnétique pour la très grande vitesse. Les essais de freinage d'urgence ont prouvé que leur action, bien qu'énergique, n'est cependant pas brutale. Les variations de couleur des sabots enduits d'une peinture spéciale mesurent les efforts auxquels ils ont été soumis. Le développement des liaisons par Trans-Europe Express
a conduit à la construction de locomotives capables d'utiliser indifféremment les 4 formes de courants européens. D'où de nouveaux essais, effectués avec ces locomotives, les CC 40100, alimentées par les 2 types de courants utilisés en France. Au cours des essais à grande vitesse, des contrôles furent également effectués en ce qui concerne la tenue de la voie. Mais il faut aussi songer à la signalisation. La SNCF a étudié pour la circulation à grande vitesse une signalisation spéciale qui est venue compléter celle déjà en service pour les trains ordinaires circulant jusqu'à 160 km à l'heure. Il a été procédé à des essais très poussés, tant en marche que sur la voie, pour la mise au point de cette nouvelle technique. Une ligne équipée d'une signalisation normale en bloc automatique lumineux est divisée en cantons d'une longueur moyenne de 1500 mètres. La commande des feux est assurée automatiquement par les trains eux-mêmes. Le conducteur d'un train qui rencontre le signal jaune d'avertissement fermé doit freiner son convoi de manière à obtenir l'arrêt devant le feu rouge. La distance de freinage d'un train lancé à 160 correspond donc à la longueur d'un canton de bloc automatique lumineux. Pour les circulations à des vitesses de 200 km à l'heure et plus, il a été jugé nécessaire de faire porter la zone de freinage pratique sur l'étendue de 3 cantons de bloc. C'est-à-dire que le mécanicien d'une circulation à grande vitesse dispose de 2 cantons pour réduire sa vitesse à 160. Le problème à résoudre consistait donc à fournir aux circulations à très grande vitesse une signalisation complémentaire. La solution retenue par la SNCF prévoit le maintien des installations existantes et la mise en œuvre d'une nouvelle signalisation à bord de la machine, à partir de signaux de fréquence musicale émis dans la voie. Cette signalisation donne aux conducteurs des seules machines équipées à cet effet les informations complémentaires dont ils auront besoin. En abordant le feu jaune au 3e canton, elles se trouveront placées dans les mêmes conditions que les trains ordinaires. Des signaux de 370 et 420 Hz, produits par des émetteurs transistorisés, sont envoyés dans les rails à partir de l'extrémité aval du canton. Les émetteurs sont installés pour la plupart au pied des panneaux de signalisation. Le courant ainsi transmis dans la voie influence 2 capteurs placés sur la machine, un au-dessus de chaque fil de rail, et provoque, à bord de la cabine de conduite, l'indication correspondante à la fréquence émise. L'autorisation de circuler à 200 km à l'heure est donnée par la fréquence de 370 Hz. Lorsque s'allume à bord de la machine un voyant portant la mention VP, le conducteur peut régler la vitesse de son train à la vitesse plafond autorisée, soit en l'occurrence 200 km à l'heure. L'ordre de freiner son convoi de 200 à 160 lui est prescrit par l'extinction du voyant VP et l'allumage d'un voyant donnant l'indication 160, appuyé par le fonctionnement d'un klaxon modulé. Cet affichage est subordonné à l'application dans la voie du signal de fréquence 420, retenu pour les 2 cantons de freinage, 200-160 km à l'heure, qui précèdent la zone normale d'arrêt. À l'entrée du dernier canton, la vitesse du train ne doit donc pas excéder 160 km à l'heure. Le signal jaune d'avertissement normal annonce l'arrêt au prochain panneau de bloc dont le feu est rouge. Les circulations à grande vitesse sont informées de façon continue par une signalisation qui leur est propre pour les vitesses supérieures à 160 km à l'heure. Des essais de contrôle à plus de 200 km à l'heure ont été réalisés à bord d'une voiture d'expérience et dans la cabine de conduite d'une machine spécialement équipée pour cette nouvelle signalisation. Les résultats furent excellents et ont permis de confirmer que les installations et le matériel moderne permettent aux chemins de fer de pratiquer en toute sécurité des vitesses comprises entre 200 et 250 km à l'heure et par conséquent
d'envisager de substantielles améliorations d'horaire. Le nombre des villes reliées à Paris à des moyennes supérieures à 100 et même 120 km à l'heure s'accroît sans cesse. Pour certains trains rapides, ces moyennes atteignent 125 et 130 km à l'heure. Depuis mai 1967, le Capitole parcourt les 713 km qui séparent Paris de Toulouse en 6 heures, soit à 119 km à l'heure de vitesse commerciale. En Sologne, entre Orléans et Vierzon, le train le plus rapide de France roule à 200 km à l'heure et sur de nombreuses autres sections de ligne à 160 et même 170 km à l'heure. Limoges, située à 400 km de Paris, est atteinte en 2h54 à la moyenne de 138 à l'heure. Grâce au travail de tous ces agents et aux possibilités offertes par les techniques modernes, le chemin de fer connaît un nouvel essor. Bienvenue à Oullins, bienvenue à ce qu'on appelle aujourd'hui un technicentre, un établissement à caractère historique. Regardez le décor. Regardez, ça, ces bâtiments-là trahissent tout de même l'origine. Quand on a des bâtiments très élevés, eh bien oui, il fallait des bâtiments très hauts parce qu'on parlait de traction à vapeur. Et oui, le centre de maintenance de Oullins est à l'origine du chemin de fer. Vous savez que le chemin de fer est né ici, dans la région lyonnaise. La première ligne de chemin de fer, c'était pour transporter le charbon de Saint-Étienne à Andrézieux. À Andrézieux, pourquoi? Parce qu'il y avait une rivière et on chargeait le charbon sur les péniches. Eh bien oui, il n'y avait pas fret SNCF à l'époque. Et ensuite, ça c'est 1927, et en 1933, c'était Saint-Étienne-Lyon. Et donc dès le départ, en 1840, ici même, on a installé un atelier de maintenance. C'est donc le début du chemin de fer. Et il y a un caractère historique, regardez bien. Vous voyez ça, là, la voie du pont transbordeur, ça vous rappelle rien? Eh bien c'est tout simple. Là-bas, il y a le Rhône, parce qu'on est à, disons, 5 km au sud de Lyon. Et puis ça, eh bien c'était un canal, une darse, comme à Venise. Et là, eh bien, on réparait les péniches. C'était l'âge d'or de la navigation, pour ensuite laisser la place au chemin de fer. Donc nous sommes au Technicentre d'Oullins, un établissement remarquable, de première importance, spécialisé dans la traction électrique. Cet établissement, c'est 900 personnes sur 20 hectares. Vous voyez, c'est énorme. Il a 3 fonctions. La première, c'est d'assurer ce que j'appellerais en termes d'aviation le rétrofit. Autrement dit, on remet à niveau, à mi-vie, toutes les locomotives électriques de la SNCF. C'est ce qu'on avait vu à Bichem avec les TGV. On vous démonte un TGV, on vous le remet à nu. Ici, on prend une locomotive, on prend une 25 000, on la démonte complètement. Regardez, sur ces images, c'est une Civic, la 2002, c'est la deuxième d'une série. Autrement dit, pendant 10 ans, eh bien, on va remettre à niveau, redonner, reprolonger, multiplier par 2 la vie des vaillantes Civic. C'est un établissement également spécialisé dans la maintenance. Vous savez qu'à la SNCF, on spécialise l'établissement dans la maintenance. Eh bien ici, tout ce qui est la partie électrique, eh bien on va s'occuper des pantographes, on va s'occuper des blocs de commande, on va s'occuper des moteurs électriques, etc. Donc c'est le rôle de Oullins, c'est 60% de son activité. Et puis le reste, c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie. Et oui, vous savez que la SNCF commande des locomotives à des constructeurs.
Le constructeur livre la locomotive, correspond au cahier des charges, bon pour le service, mais il reste l'exploitation, la maintenance. Et donc on fait un cahier des charges pour la maintenance, et bien c'est ici les équipes d'ingénierie qui le font. Alors, pourquoi sommes-nous à Oulin? Pour vous parler bien entendu de la maintenance, mais surtout parce qu'il y a un événement, regardez bien derrière moi, magnifique. Ce sont ses premiers tours de roue, enfin, elle en a fait beaucoup dans sa vie, c'est une 9200, pas n'importe laquelle, 9291, la vraie, l'origine, et surtout, c'était les machines, elles étaient 6, qui remorquaient le Capitole avec cette magnifique livrée rouge où on quittait enfin l'affreux vert SNCF. Mais surtout, ces machines, les 9200, méritaient qu'on leur consacre à la fois un DVD et qu'une de ces machines aille à la Cité des Trains à Mulhouse pour marquer un tournant dans l'histoire du chemin de fer. Double tournant. Le premier, ce furent les premières bébés de vitesse et de forte puissance, c'est-à-dire 4000 chevaux de la SNCF, une série de 92 exemplaires de la construction s'est allée grosso modo sur 10 ans, qui pendant 50 ans ont fait leur petit boulot, qui malheureusement n'auront pas l'aura des Pacifiques ou des 2D2 et qui arrivent aujourd'hui en fin de carrière. Et pour marquer l'histoire de ces 9200, l'une d'entre elles se devait d'être à la Cité des Trains à Mulhouse chez notre copain, notre ami Philippe Merville, et on a choisi l'une des plus belles, apte aux 200 à l'heure, parce que ça a été l'avènement de la grande vitesse à la SNCF en 1967 sur Paris-Toulouse, c'est une petite portion, hein, Orléans-Vierzon, mais on tapait tout de même le 200 à l'heure, et c'était donc l'une de ces machines, la 9291, qui va être sauvée et qui a été remise dans son jus d'origine. Ça, on va le revoir dans ce DVD. Mais au préalable, effectuons un petit retour en arrière pour vous raconter l'histoire des 9200. Suivez-moi. Petit retour en arrière, parce que finalement, l'histoire de la 9200, c'est une étape dans l'histoire de la traction électrique en France. Donc petit retour en arrière, vous savez que la traction électrique a toujours été confrontée à 4 problèmes techniques. Le premier problème, c'est la nature du courant. Et historiquement, parce qu'on savait faire que cela au départ, on a utilisé le courant continu. Et la France s'est inspirée du modèle américain et a pris le 1500 volts continu. Deuxièmement, il y avait le problème de la captation du courant. Troisième règle latérale ou caténaire. Et vous voyez que ce problème est toujours un problème technique, même avec le TGV. Troisième problème technique à résoudre, c'était les moteurs. La taille des moteurs. On ne savait pas faire des petits moteurs. À partir du moment où il fallait des gros moteurs, il fallait pouvoir les loger dans la caisse et non pas dans le bogie. Et qui plus est, si on voulait avoir de la puissance, il fallait multiplier le nombre de moteurs. Donc on alourdissait la machine. Et comme on était limité, vous le savez toujours, parce qu'on appelle une charge par essieu, eh bien il fallait multiplier le nombre d'essieux. Et voilà pourquoi en traction électrique, les machines de puissance furent d'abord des machines à beaucoup d'essieux. On se souvient des 2CC2 de la Maurienne, et puis des fameuses 2D2 inspirées du modèle suisse, dont la dernière lignée furent les 2D2 9100 de Paris-Lyon. Et enfin, le dernier problème, c'est la liaison entre le moteur et les roues. Comment transmettre cette puissance? Et c'est là où on a essayé différentes solutions. Et notamment, sur les 9200, on a innové avec une transmission chaque main. On va voir ça plus tard. Donc, nous sommes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous vous souvenez, la France se lance dans une campagne d'électrification, fait encore le choix du courant continu, mais on se préoccupe du type de machine pour faire de la vitesse et de la puissance. On se dit les 2D2, ça marche, mais c'est lourd, ça fait 144 tonnes pour 4000 chevaux. Les Suisses ont démontré, avec les fameuses AE44 du BLS, ont démontré qu'avec seulement 2 bogies moteurs B et 80 tonnes, on pouvait transmettre 4000 chevaux. Il n'en fallait pas plus pour les ingénieurs français de la SNCF de dire, eh bien, essayons ce modèle de machine. Et on a lancé la construction de 4 prototypes, les BB 9001, 2, 3 et 4. Et puis il y a eu ce trait de génie de dire, eh bien, on va démontrer qu'avec seulement 2 bogies moteurs, on avait les machines aussi stables et même plus stables que les fameuses 2D2 qui avaient tendance tout de même à labourer la voie, comme le disaient les cheminots. Ce fut le record du monde, vous vous en souvenez, de 1955, où une CC 7107, une BB 9004, symboliquement ont fait la même vitesse, avec tout de même pas mal d'émotions, 331 à l'heure. Mais
On avait démontré, un, que le chemin de fer pouvait aller très vite, et que deuxièmement, avec l'adhérence totale, c'est-à-dire qu'avec 2 bogies moteurs, on avait toujours une bonne stabilité. Et voilà pourquoi donc, après ce record du monde de 1955, la SNCF a décidé de lancer une série de machines de forte puissance, aux alentours de 4000 chevaux, et aptes à la grande vitesse, on va le voir tout à l'heure avec les bébés du Capitole, la série des fameuses 9200. Des machines qui ont une longue carrière, dont vous voyez ici à Oulin, eh bien, j'oserais dire, les descendantes, les petites sœurs, les nez cassés, là-bas, les dernières, mais des machines qui ont fait vaillamment leur boulot pendant un demi-siècle et qui maintenant arrivent en fin de carrière, puisqu'elles finissent au fret, dans des livrées, j'oserais dire, un peu bariolées. Elles ont perdu leur belle couleur pour avoir les couleurs du fret. Maintenant, le gris, elles ont perdu leur moustache. Et elles vont terminer leur carrière dans, je vais dire, la fin de l'année. Et voilà pourquoi on a décidé de leur consacrer un DVD. Donc, dans ce DVD, un film et 4 bonus. Le film, c'est à bord d'une 9200, bien entendu. Il fallait vous faire vivre, je voudrais dire, les derniers tours de roue où cette machine, elle fait ce que l'on appelle du TER. Premier bonus, l'énergie électrique à la SNCF. Et oui, savez-vous que la SNCF a hérité, bien entendu, des anciens réseaux et que, notamment dans le Midi, les compagnies possédaient leur propre centrale électrique pour produire leur courant. Deuxième bonus, comment ça marche? La transmission Jacquemin. Et oui, les 9200 qui ont innové dans le domaine technologique avec de nouveaux bogies, dû à l'ingénieur Jacquemin, on les a baptisés, non pas les 9200, mais on disait les Jacquemin. Et je vous rappelle que c'est grâce à cette transmission, grâce à ce bogie, que ces machines eh bien, ont été les premières machines de vitesse à la SNCF avec les 200 à l'heure du Capitole. Troisième bonus, essai préliminaire au fameux 331 à l'heure. Autrement dit, eh bien, les préalables au fameux record du monde de 1955. Et enfin, quatrième bonus, eh bien, à tout seigneur, tout honneur, comment, ici à Oulin, on a restauré une machine du Capitole que l'on a remis dans sa livrée d'origine, le fameux Bordeaux. Enfin, on avait quitté le fameux vert SNCF. Allez, bon voyage!